Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je reçois encore mon ami Jimmy. Yeah! On s'en lasse pas de ces intros de Nadège, hein. Elles sont trop Ah, bien ces intros. c'est clair. Ça met dans un bon mood direct. C'est ça, mais je peux pas faire autrement en fait. Bah écoute, c'est parfait, c'est ton truc. Comment tu vas, Jimmy? Bah écoute bien, très très bien même pour cette session. Là, je sens que on a échangé un peu avant. Là, ça va être fluide pour pouvoir parler et puis pouvoir échanger encore sur tous ces sujets. Carrément. Et du coup, je te laisse introduire le sujet du jour. Eh bien, écoute, aujourd'hui, d'après ce que tu m'as dit, tu vas nous parler des émotions. Yes, les émotions. Et du coup, on va faire une petite vidéo courte. On va essayer de rentrer ça dans 10-15 minutes max. Ça serait Nickel. top. Ouais. Une introduction sur les émotions, un truc vraiment général, mais pour que vous puissiez avoir une notion claire de ce que c'est une émotion. Et puis ensuite, on parlera dans d'autres vidéos des émotions. On zoomera sur certaines émotions pour comprendre un peu mieux ce qui se joue. Mais écoute, ça me semble parfait. Super. Je t'en prie, vas-y, raconte-nous tout. Alors, c'est parti. Donc, intro sur les émotions. Donc, cours du jour. Donc, les émotions, pour vraiment faire au plus simple, faut bien comprendre qu'il y a deux grandes émotions dans la vie d'un être humain. Il y a Mhm. d'un côté la peur et d'un côté, de l'autre côté, la polarité opposée, c'est l'amour. Peur, amour. Ce sont les deux émotions qui génèrent toutes les autres. Et toutes les autres émotions, tristesse, colère, joie, ne sont que des découlés finalement, des variantes, des couleurs, des teintures différentes de ces deux émotions de base. Ok. Donc là, le message que je veux absolument transmettre et que j'essaie de transmettre à chaque fois aux gens avec qui j'échange, c'est que un être humain dans sa vie, toutes ses décisions, qu'elles soient petites ou grandes, partent soit d'un sentiment, d'une émotion de peur, soit d'une émotion d'amour. Il faut bien comprendre qu'en embrassant l'amour, en ayant plus d'amour pour soi, pour le monde, en prenant des décisions plus fondées sur l'amour au quotidien, Mhm. bah, plus votre vie en fait se rapproche de ce qu'est le paradis. Parce que contrairement du coup à des idées préconçues comme certaines religions ont, comme quoi c'est seulement à la fin de notre vie qu'on connaît soit enfer ou paradis, pour moi c'est faux. Pour moi, enfer et paradis existent déjà sur Terre. Au même moment où je vous parle, des personnes vivent l'enfer dans leur vie. C'est vrai. Et au même moment, il y a aussi des personnes qui vivent le paradis. Alors, pas le paradis biblique, mais le paradis dans le sens où ils se sentent bien dans leur vie, ils se sentent alignés avec qui ils sont satisfaits de ce qu'ils font, ils contribuent au monde, C'est ça. ils élèvent les gens autour d'eux. Donc ça, c'est pour moi, c'est la vision du paradis. Mhm. Vivre une vie dont on est fier, en fait, vraiment fier, et entourer des gens qu'on aime. Et vivre l'enfer, c'est l'opposé, c'est-à-dire se couper du monde, se couper des autres, vivre seul, en vouloir à la terre entière, s'en vouloir à soi-même, culpabiliser chaque jour, C'est ne ça. pas vivre la vie qui nous inspire, nous empêcher de réaliser nos rêves. Voilà, ça, pour moi, c'est vivre l'enfer. Et Oh sur le oui. long terme, bah, à force, de souffrance en souffrance, bah, l'enfer se crée et nous habite. Donc, tout part de là, en fait. Mhm. Peur, amour. Choisissez le chemin de la peur et vous connaîtrez l'enfer. Ouais. Choisissez le chemin de l'amour et vous connaîtrez le paradis. C'est Mhm. aussi simple que ça. C'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. J'ai Mais vécu c'est, l'enfer ouais. jusqu'à maintenant. Je sais ce que c'est. Je pense que Et beaucoup de personnes aussi, malheureusement. Et toi qui maintenant, t'es considéré pendant longtemps comme étant doomed, damné, enfin maudite, Damned, Cursed, Wanted, Dead or Alive. wanted dead or alive. Donc tu vois, malheureusement, beaucoup de gens sont dans cette situation-là. Il y en a qui vont y vivre malheureusement une grande partie de leur vie. Je Ça. pense aussi avoir vécu dans ce qu'on pourrait appeler l'enfer pendant quelques temps. Vraiment, c'était une vie dans laquelle je me détestais, je me regardais dans le miroir, je n'aimais pas ce que je voyais, je voulais absolument me changer, me transformer parce que je me trouvais hideux en fait et, euh, et je trouvais l'humanité hideuse. Ça se rapprochait quand même de l'enfer. Après, on va pas faire des échelles dans la souffrance, parce que c'est pas l'intérêt. Ouais. Chacun a son lot de souffrance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que prendre des décisions à partir de l'amour, c'est-à-dire j'ai une décision à prendre. Je sais pas, on peut prendre un exemple concret, par exemple, vous voulez changer de métier. Ouais, tu te fais chier dans ton boulot, tu as envie de changer de boulot, c'est super challengeant comme décision, c'est une grande décision. Et te poser juste cette question-là, pourquoi je veux vraiment changer de métier? Est-ce que c'est par amour pour moi et pour les autres, ou est-ce que c'est plus par peur? Est-ce que c'est par peur de manquer que je reste dans mon métier, ou est-ce que c'est par amour? Et ça, c'est des questions à se poser. Par exemple, bah, le vaccin, cas pratique, la question que j'ai posée à ma mère qui voulait se faire vacciner. Ouais. Je dis, te faire vacciner pour toi là aujourd'hui, est-ce que c'est une décision qui est fondée sur l'amour pour toi-même Mhm. ou est-ce que c'est une décision qui est fondée sur la peur pour toi-même? Mhm.
Et elle s'est posé cette question, elle a mûri cette question pendant plusieurs jours et en fait, elle arrive à la conclusion que non, c'est une décision fondée sur la peur. La peur de ce que les gens en disent, de ce que les médias en disent, de pas être vacciné, d'être vu par les autres comme quelqu'un de pas vacciné, de C'est ça. pas responsable, qui prend pas ses responsabilités, et non pas fondée sur l'amour pour elle-même, de prendre soin d'elle, de se protéger, parce qu'elle en avait nullement l'utilité en plus de se protéger, parce qu'elle est en très bonne santé, elle n'a pas besoin. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, mais ça c'est un cas pratique, mais il s'agirait de faire ça le plus souvent possible dans sa vie pour toutes décisions sur lesquelles, enfin, les plus importantes en tout cas, qui nous sont offertes en fait, et concernant nos enfants aussi. Est-ce que je fais ça pour mon enfant par peur, au fond, ou est-ce que c'est par amour? Et donc plus on prend des décisions par peur, comme je dis, on va drastiquement vers l'enfer, mais en fait, au-delà de ça, on s'éloigne de qui on est et de qui on est censé devenir. C'est ça. Parce que c'est ça aussi l'enfer, c'est vivre dans un chemin qui n'est pas le sien. Mm. C'est vivre dans le chemin d'un autre. Ça, c'est l'enfer pour moi. C'est ça, et en plus, le pire, c'est qu'on risque de faire du mal aux autres aussi. Bah oui, de toute façon, t'es même pas sur ta voie. Donc, de toute manière, tu avances. C'est de plus en plus compliqué quand t'es pas sur ta voie. Parce que vraiment, l'univers, c'est une phrase de Paulo Coelho auquel je crois fondamentalement, c'est que l'univers conspire à notre bonheur, mais il conspire également à ce que l'on suive notre voie. Et donc, quand on s'entête Mhm. par peur à suivre la voie de quelqu'un d'autre parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a à faire ou qu'on doit faire ou que les gens attendent de nous, plus c'est compliqué d'avancer. Je vois ça comme un peu comment on appelle ça? Une foreuse là dans le sol qui creuse un trou. En fait, plus elle avance, plus elle s'embourbe dans la boue et c'est de plus en plus compliqué d'avancer en fait. C'est Ben là, ça. c'est pareil. Donc, du coup, les douleurs qui vont avec, la souffrance grandit de plus en plus. C'est pour ça que les gens connaissent ces phénomènes d'escalade de la souffrance. On vit des événements de plus en plus tragiques jusqu'à rupture en fait. Soit bah, c'est la mort, soit c'est quelque chose de grave, un cancer, quelque chose qui va créer une rupture nette où la personne enfin a le choix, prend la décision de soit continuer et mourir, C'est ça. l'enfer, soit bah, du coup changer et s'autoriser à vivre sa vie en fait, sa vie. C'est ça. Mm. Donc c'est ça. Donc fondé sur la peur, les décisions nous éloignent de qui on est et fondé sur l'amour, ça nous rapproche de qui on est vraiment, de qui on a envie d'être en tout cas. Ok, c'est très clair. Voilà. Voilà, donc ça c'est le schéma en gros. Maintenant, pour les émotions. Donc une émotion, si je décompose en latin, c'est emovere, Mhm. une émotion. Donc e pour ex, qui veut dire extérieur, et movere, qui est le mouvement. D'accord. En gros, l'émotion, c'est quelque chose qui est généré en nous pour faire face, qui se met en mouvement en nous, un mécanisme interne, pour faire face à ce que l'on perçoit de notre extérieur. D'accord. Si je perçois une peur, je marche dans la forêt, je vois un bâton qui ressemble étrangement à un serpent, l'information va très vite à mon cerveau, je vais me figer. Donc je ressens de la peur à ce moment-là. Cette peur me protège du danger, elle me met en alerte. Elle active donc des zones de mon corps pour me protéger en cas de danger. Mhm. Ensuite, l'information va à la partie de mon cerveau qui est le lobe préfrontal, qui se rend compte que c'est un bâton. Ça arrive en deuxième plan. Et donc là, je me calme, je retrouve mon état interne normal. L'homéostasie de mon corps prend sa place, l'émotion est naturellement régulée. Et du coup, tout va bien. Donc ça, le processus de régulation, on a un processus interne de régulation des émotions. Mhm. C'est le processus de régulation naturelle. Et ça, tous les êtres humains l'ont. En tout cas, si on n'a pas de pathologie, autrement dit, on a ce truc-là. Mhm. Et les gens, ça, ils le savent pas. Donc en fait, on vit des émotions chaque jour et notre corps les équilibre tout simplement, naturellement, inconsciemment, on n'a rien à faire. C'est magnifique, ça se fait tout seul. Ok. Là où on connaît des problèmes avec nos émotions, c'est quand il y a un blocage. Ça s'appelle Mhm. un blocage émotionnel. En gros, ça veut dire que ce processus de régulation naturelle est interrompu. Comment Ok. il peut être interrompu? Il est interrompu quand nous-mêmes, on fait interférence à ce propre système. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a vécu un accident de voiture dans sa jeunesse. D'accord? Il Mhm. était à l'arrière, il y a eu un gros choc, ça l'a traumatisé. D'accord? Et ce traumatisme, vu qu'il a pas été, donc il a vécu une émotion très forte sur le coup, de la peur ou même de la terreur. Et en fait, en vivant ce truc-là, le traumatisme a fait qu'il a bloqué l'émotion en lui de peur suite à cet événement. Donc, Ok. quelque part dans son corps, pour imaginer, en gros, il y a l'émotion qui est toujours là. C'est de l'énergie emprisonnée dans le corps qui ne s'est pas tout simplement dissipée, comme une émotion le fait, comme la météo, la pluie passe et ensuite le beau temps revient. Bah là, l'émotion est restée bloquée. Ok. Ça s'appelle un traumatisme, un blocage émotionnel. Donc la personne ensuite, 10 ans plus tard, elle a le permis, elle conduit sa voiture, elle arrive sur la route et là, devant elle, ça freine, il y a des feux rouges, enfin, il y a des lumières, bref, il y a un danger. La personne est crispée sur son volant, donc elle revit l'émotion de peur, peut-être même de terreur. Elle se crispe sur son volant, donc elle est à même de pouvoir à freiner. Elle freine. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est 20 secondes après qu'elle ait fini de freiner. Il n'y a aucun danger. Tout Mhm. est fini, mais la personne est encore crispée sur son volant. Ouais, c'est Elle ça. est toujours là, crispée, et elle lâche pas le volant et elle est encore comme ça.
Ok, bon là, on voit que c'est plus rationnel, il n'y a plus de danger, mais la personne est encore en train de vivre l'émotion. Donc, l'émotion est bloquée et ne circule pas naturellement, elle est bloquée dans le corps. Et donc, la personne revit son traumatisme. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on revit ces événements. Ça nous permet d'apprendre Mhm, petit à petit à retrouver notre régulation naturelle. Donc, l'émotion, tout ce dont elle a besoin, en fait, c'est qu'on n'interfère pas avec elle, peu importe ce qu'elle est. mhm. Bien sûr, on n'a aucun mal à pas laisser nos émotions positives, enfin agréables, circuler dans notre corps. La joie, l'amour, tout ça, c'est fluide. Voilà, ça Ah, passe, ça s'en va, mais on est triste que ça s'en aille, quelque part. bien Par sûr. contre, tout ce qui est émotion compliquée, enfin, compliquée, désagréable, la colère, la peur et tout ça, vu que c'est socialement incorrect, vu comme incorrect, de vivre de la colère, de vivre de la peur, Ça. même de vivre de la tristesse et de le montrer, Mm, comme on met un jugement dessus, mm. c'est le jugement qu'on met dessus, qui bloque le processus de régulation naturelle. C'est ça. Donc, du coup, D'accord. l'émotion ne peut pas tout simplement circuler dans le corps et passer, en fait. C'est censé juste passer une émotion. Ça ne dure que quelques secondes dans le corps, une émotion. Quand Ok. une émotion commence à durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures, ce n'est plus une émotion. Du coup, on rentre dans le cadre de sentiment. Ok. C'est-à-dire une émotion mélangée à une construction mentale, un jugement, de la culpabilité de vivre ça, se dire, ah, mais c'est pas normal que je sois triste, c'est pas normal que je sois en colère, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça. Bon, à ce moment-là, du coup, dans notre corps, on coupe le truc, on crée un sentiment. Le sentiment, on peut le vivre pendant plusieurs minutes, même presque une heure, en fait, ça peut durer comme ça dans le temps, on peut être en colère pendant une heure. Et là, D'accord. c'est plus l'émotion qu'on vit, c'est plus l'émotion naturelle. C'est une D'accord. construction qu'on a mis par-dessus. Et à force d'ailleurs de vivre ces sentiments et de les entretenir au fur et à mesure au quotidien, Ouais. eh ben, on les transforme de plus en plus en humeur. Une humeur, c'est donc quelque chose qui est présent sur de longues périodes. Ça peut être même plusieurs jours, plusieurs jours. Une humeur de colère. Je me sens colérique en ce moment. Donc c'est une humeur. Donc c'est encore un autre niveau. On est Mhm. loin de l'émotion des quelques secondes. Et le dernier palier, c'est la personnalité. C'est-à-dire que la personne est tellement souvent dans une humeur de colère, une humeur de peur ou peu importe, qu'en fait, ça devient un trait de caractère, un trait de personnalité. Et Ok. les gens voient cette personne comme quelqu'un de colérique, comme quelqu'un de peureux. Parce que l'émotion, en fait, c'est une chimie. Au-delà de ça, d'un point de vue biologique, c'est une chimie qui est libérée dans notre corps par des capteurs qui libèrent ça dans le corps. Et le corps est très intelligent dans le sens où il s'habitue à ce qu'on lui donne à manger. Donc, il s'habitue à ce qu'on lui donne à manger quand c'est positif, c'est génial, mais il s'habitue aussi à se nourrir de choses plus négatives quand on lui donne. Il fonctionne comme ça, lui, il juge pas ce qu'on lui donne. Donc, Ok. si on lui donne souvent à nourriture de la colère, et ben, du coup, il en redemande. Et de repasser par ce processus-là, de se mettre en colère, Mhm. ben, ça le nourrit quelque part. Donc, on en tire une certaine satisfaction. D'ailleurs, j'ai eu un échange assez intéressant avec mon beau-père, donc le père de ma chérie, Ouais. qui est quelqu'un qui a une personnalité colérique, et ça fait des années, quelqu'un qui râle pour tout et pour rien tout le temps. Le Mhm. moindre prétexte, la moindre chose qui sort de son plan, Mhm. le met en colère directe. Et il D'accord. peut se mettre en rage pour des choses qui sont totalement banales. Et on discutait avec lui, je lui posais des questions sur ça, justement, je disais, et ça te plaît du coup de te mettre en colère? Comment tu vois ça? Et il disait, il aime ça quelque part. Il y a une part de lui qui aime ça, parce que ça le nourrit. C'est comme ce gars qui est accro au salé, qui est accro au McDo, quand il va chercher son McDo, il est content de le bouffer. Tout le monde sait que c'est pas bon pour lui, mais lui, son corps y est habitué, il aime ça, D'accord. et donc du coup, de le manger, ça le nourrit quelque part. Son corps est satisfait. D'accord. Mais alors, si tu me dis que quelqu'un qui est en colère, comme quelqu'un qui mange McDo, par exemple, ça le satisfait, pourquoi il arrêterait? Et ben c'est ça le truc. Pourquoi est-ce qu'il arrêterait? Ben, c'est de l'aider à voir en quoi il perd. Parce que, en fait, comme on est tellement aveugle sur nos propres mécanismes et nos propres limites, tout comme Mhm. la personne qui s'auto-convainc que le McDo c'est très bon pour elle et qu'elle devrait y manger toute sa vie, Ouais. c'est une phrase que je me suis déjà dit par le passé. J'avais mangé au McDo toutes les semaines et j'étais super content de récupérer mon Big Mac. Vraiment, c'était des bons moments à chaque fois. Ben, je voyais pas à ce moment-là en quoi je pourrissais mon corps, en quoi j'avais pas d'énergie, en quoi j'avais des problèmes d'ordre de constipation, ce genre de choses. Je faisais pas le lien parce que j'étais dans mon truc. Ouais, c'est le McDo, c'est génial. Je passe des bons moments là-bas avec mon meilleur ami. C'est trop cool. Et du coup, il n'y avait pas ce niveau de conscience qui est créé. Donc, le colérique, comme mon beau-père, lui, il a tellement l'habitude depuis tellement d'années de nourrir ce truc-là que c'est devenu tellement automatique Ça. que pour lui, ça lui va en fait. Ça lui va. Mais quand il fait ça, il voit pas ce qui se passe autour, il voit pas à quel point bah, il pourrit aussi les gens autour de lui, il envoie du pu sur tout le monde, il rejette les gens, il repousse les gens. Ça. La personne n'a envie d'être à côté de quelqu'un qui est colérique, c'est chiant pour tout le monde. En plus, il bouffe l'énergie des gens autour de lui. Mais ça, il s'en rend compte, il y a une part de lui, je pense qu'il le sait, mais il ferme les yeux sur ça. Parce que, encore une fois, de regarder ses propres limites en face,
ça demande du courage, c'est désagréable et donc on n'a pas envie. D'accord. Et si jamais il voulait changer, qu'est-ce qu'il serait possible de faire? Bah, du coup, si vous voulez changer, bah, en coaching par exemple, en thérapie, on irait voir ensemble quelles sont les implications d'une telle personnalité au quotidien, qu'est-ce qu'il a perdu à force d'entretenir ce schéma-là, quelle distance il a créé avec les siens, avec les gens autour de lui, qu'est-ce que ça a généré comme changement dans sa vie qu'il a jugé étant désagréable ou même des choses graves qui lui sont arrivées, et en fait de l'aider à faire les liens entre eux finalement. C'est aussi lié à cette personnalité colérique que tu as généré toutes ces choses-là. Est-ce que tu es vraiment prêt à continuer encore pendant 5 ans et à générer des résultats qui seront peut-être encore pires que cela? En D'accord. fait, toute stratégie, comme je disais dans une autre vidéo, tout comportement qui est aussi associé à nos émotions, Mhm. bah, nourrit quelque chose chez nous. Donc, tant qu'on est focalisé sur le fait que ça nous apporte et qu'on est content avec ça et qu'on ne veut pas voir tout ce qu'on perd, Mhm. bah, on ne changera pas. C'est C'est aussi ça. simple que ça. Connecter les points, en fait. C'est ça, connecter les points. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est que la personne, elle voit la big picture, comme on dit en anglais, elle voit la carte, elle voit tout ce qui se passe, les implications de ce qu'elle fait, les choses qui se sont passées, et là, elle peut plus fermer les yeux, en fait. C'est ça. Et donc, elle est amenée à devoir prendre une décision. Est-ce que je continue vraiment comme ça, ou est-ce que je change? Ok. Voilà. Donc ça, c'est la part du coup sur ça. Donc là, déjà, c'est plutôt pas mal en termes de résumé, je pense. Mhm. Donc voilà, il y a nos émotions, donc peur, amour, comme je dis, émotions de base, c'est les émotions qui sont naturelles. Avec ces émotions-là, il y en a aussi trois autres dont je voulais vous parler. Donc il y a l'émotion de colère, on en a déjà parlé, il y a la peur, la colère, l'amour, la tristesse et l'envie, qui sont pour moi les cinq émotions naturelles, c'est-à-dire des émotions qu'on vit en tant qu'enfant et qui sont saines de vivre. D'accord. D'ailleurs, les enfants vivent leurs émotions, comme je vous l'ai dit, eux, pendant quelques secondes. On Mhm. voit souvent un enfant qui peut passer d'une colère monstre à une joie monstrueuse aussi, à une tristesse au bout de 10 secondes après. Enfin, c'est assez dingue. Et en fait, les enfants là-dessus, en termes émotionnels, ils nous montrent à quel point nous, Mhm. adultes, en ayant renforcé nos processus de défense, notre mental, notre esprit, à vouloir nous protéger des uns des autres, en fait, par la peur, du coup, qui a nourri ce truc-là, ben en fait, on rajoute comme je vous ai dit au niveau du sentiment, on rajoute des barrières mentales par-dessus ce qu'on vit naturellement, et donc ce qu'on vit naturellement ne le devient plus, se bloque, et on a Ok. cette crispation chez l'adulte qui fait que il va vivre une émotion et ça va durer des heures, Mhm. il va avoir du mal à en sortir, ça va être galère pour lui, et ça va du coup être hyper désagréable, et donc il va vouloir fuir ses émotions et les considérer comme étant un problème, alors qu'en fait, la racine du problème, c'est le jugement de soi-même, c'est la culpabilité de soi-même. D'accord. Le Ok. jugement de ne pas s'autoriser à vivre nos émotions. Un enfant n'a pas ces barrières-là encore, il n'a pas construit, il n'a pas terminé ce processus-là, ce qui fait qu'il est libre émotionnellement. Et c'est Ok. ce qui fait qu'il vit une émotion et que ça dure que 3 secondes, parce que c'est naturel, c'est normal. Ça. Et ça, là-dessus, ils ont énormément à nous apprendre, les enfants. Donc vraiment, d'ailleurs, si vous voulez savoir en termes de développement personnel et que vous visez des objectifs de vie, de comment vous aimeriez être, franchement, se rapprocher de la vie d'un enfant, tout en gardant bien sûr vos attitudes d'adulte, hein, l'idée n'est pas de redevenir dépendant des autres, mais Ok. vraiment de redevenir un peu un enfant, je trouve que c'est un super bel objectif de vie. En Ok. termes de vivre ses émotions, en termes d'être curieux de la vie, un Mhm. amoureux de la vie. Les enfants aiment la vie, ils aiment vivre chaque jour, ils veulent profiter un maximum de leur journée. Ils donnent l'énergie, ils ont de l'énergie qui arrive à revendre, à revendre, à revendre. Et c'est hyper inspirant ça. Et les enfants, ils ont beaucoup à nous apprendre. D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que si on ne vit pas les émotions limitantes, non? C'est quoi comme mot? Désagréable? Ouais, C'est parce qu'on met désagréable. un jugement dessus, en fait. C'est ça, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit désagréable, je me suis repris, j'avais dit négatif, positif. Ouais. Voilà, ça c'est des notions pareilles. On met négatif, positif, on met un jugement. Ce qui est négatif, c'est mal, ce qui est positif, c'est bien. En gros, une émotion de colère, de peur, c'est mal, donc c'est pas bien de les vivre. Non, C'est ça. c'est justement ce processus-là qui fait que ces émotions-là deviennent un problème pour les gens qui les vivent. Ok, d'accord. Donc ces cinq émotions que je vous ai dit, colère, tristesse, peur, amour et envie, sont Ouais. des émotions naturelles qu'on observe chez l'enfant et qu'il est naturel et sain de vivre. C'est sain de les vivre. Ok, Et c'est dans cette vision-là que c'est sain et que j'ai le droit de les vivre, qu'elles deviennent réellement saines et qu'elles ne durent pas dans le temps. d'accord. Donc, juste pour reprendre rapidement là-dessus, Mhm. sur les émotions, c'est quoi leurs utilités à ces cinq émotions? Encore une fois, visualisez des enfants, peut-être vous avez des enfants, vous avez peut-être même plusieurs enfants, donc ça serait génial de voir leur relation entre eux, comment ils se comportent. Si c'est pas les vôtres, bah, c'est ceux des autres. Ou alors si vous vous souvenez de vous quand vous étiez enfant. Donc l'envie, à quoi ça sert l'envie? En quoi c'est naturel et c'est sain de vivre l'envie? L'envie, c'est le petit frère qui voit son grand frère qui a son vélo et qui a retiré les petites roulettes pour s'aider. Le petit frère, il est envieux de son grand frère qui peut rouler sans ses roulettes
Et Mhm. donc, il a envie d'atteindre le même résultat plus vite. Il a envie de grandir plus vite. Il a envie de pouvoir attraper la poignée de porte que sa sœur peut attraper et pas lui. C'est de l'envie. C'est naturel de la vivre et c'est sain. C'est ce qui pousse l'enfant à grandir, à évoluer, à se dépasser pour rattraper et devenir de plus en plus rapidement indépendant parce que l'enfant en a vraiment envie aussi, surtout à l'adolescence. Donc ça, c'est l'envie et c'est Mhm. sain. Ok. La colère. En quoi c'est sain de vivre la colère? Ça serait quoi un monde dans lequel plus personne n'est jamais en colère? La colère, c'est une émotion que l'on vit lorsqu'on se sent pas respecté, lorsqu'on sent que nos limites ont été franchies. Et il est hyper sain de pouvoir la ressentir parce que c'est le signal d'alerte dans notre corps qui nous dit, tiens, là, il faut que tu t'exprimes, il faut que tu reprennes ta place parce qu'on est en train de te bouffer C'est ça. et à Mhm. tout niveau. Donc, encore une fois, de la vivre, c'est sain et c'est un super indicateur, une boussole pour soi-même. La D'accord. peur, en quoi c'est sain de vivre de la peur? Bon, là, c'est facile. Imaginez un monde où les gens n'ont plus peur du tout. Ils ressentent plus l'émotion de peur. Mhm. C'est d'ailleurs l'un des projets de l'armée, hein. J'avais lu des fichiers là-dessus où ils essayaient de créer un prototype qui permettrait d'agir directement sur le cerveau et de supprimer les hormones liées à la peur chez l'être humain. Ce qui Ouais. ferait qu'ils pourraient créer des soldats qui n'ont plus peur de rien et donc qui seraient des vraies machines à tuer. Donc, D'accord. on voit bien que vivre dans ce monde-là, donc c'est Hitman, hein. Hitman, le film, c'est une référence à ça. Hitman Ah, est dénué d'émotions d'ailleurs, pas que de peur, ok. il ressent aucune émotion. Bon voilà, ben, on ressemble à ça. Un être humain qui ne vit plus d'émotions, c'est un robot, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui tue de sang-froid. C'est quelqu'un qui, finalement, ben, n'a plus rien d'humain, parce que pour moi, c'est nos émotions qui nous rendent humains C'est et ça. qui nous apportent cette beauté, cette vulnérabilité aussi, Ouais. cette D'accord. profondeur. C'est comme un avion sans voyant, en fait. Sans voyant C'est rouge. ça, moi, ce que disait souvent David, c'est comme un avion qui n'a plus de voyant. C'est ça. Plus de voyant rouge, plus de voyant. Donc la colère, c'est un voyant rouge. La peur est un voyant rouge. Donc ne plus vivre de peur, bah, c'est du coup mourir facilement, hein. Tous les gens mourraient par paquet de 12. Bon, c'est déjà le cas, mais on mourrait beaucoup plus facilement parce qu'on aurait peur de rien. Donc on traverserait la route sans regarder. On se jetterait de montagne parce qu'on n'a pas peur. On pourrait même on croirait qu'on pourrait voler, on sauterait d'immeubles. On mettrait la main dans le feu puisqu'on n'aurait pas peur de le faire. C'est Voilà, ça. on ferait des choses de dingue et ça nous limiterait plus que le contraire. Donc la peur, c'est un voyant rouge qui nous prévient d'un danger. Et Ok. donc, c'est très sain de la vivre parce que du coup, on peut se préparer, notre corps se prépare à ça, il se met en condition, tout comme la colère d'ailleurs, nos muscles se raidissent, donc il se prépare à pouvoir se mettre en posture soit d'attaque, soit de fuite. Et donc, notre corps est émotionnellement prêt, physiquement prêt à pouvoir affronter l'extérieur et on en a besoin. Ok. La peur, c'est pareil. L'amour, bon, bah, pas besoin d'expliquer en quoi c'est ça. L'amour, c'est l'émotion la plus belle, la plus profonde, ce qui nous permet de pouvoir générer, d'un point de vue scientifique, l'ocytocine dans notre cerveau. L'ocytocine est indispensable à notre survie. Des enfants, donc là, je reviens à une expérience que j'utilise souvent, une expérience malheureuse de la Seconde Guerre mondiale en Russie, où on avait un hôpital qu'on avait scindé en deux parties, on avait deux groupes d'enfants. Un premier groupe d'enfants mis dans une première partie de l'hôpital dans laquelle il manquait de rien sur le plan matériel. Ils avaient même plus que ce dont ils avaient besoin. Ils mangeaient très bien à leur faim. Par contre, ce dont il manquait, c'était les relations sociales. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas connecter les uns avec les autres. Et le personnel soignant avait interdiction de leur donner de l'affection, de s'occuper d'eux. Donc, c'était des rapports très froids. Dans l'autre partie de l'hôpital, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que, matériellement parlant, c'était la catastrophe. C'était insalubre. Ils ne mangeaient pas du tout à leur faim et c'était une insuffisance alimentaire. D'accord. Par contre, ceux qu'ils avaient, c'était du lien social entre eux, ils pouvaient jouer ensemble, le personnel soignant s'occuper d'eux, leur donner de l'affection. Bon, bah, en les observant sur plusieurs années comme ça, dans ces conditions-là, on s'est rendu compte que les enfants du premier groupe, ce qui est contre-intuitif, étaient en bien moins bonne santé que le deuxième groupe. Ouais. Ils développaient des maladies chroniques, des maladies mentales aussi, et donc ils étaient vraiment pas bien. Et il y en a eu plusieurs même qui mouraient sur la durée, donc ils n'arrivaient même pas à vivre dans ces circonstances, puisque du coup, ils avaient une production d'ocytocine très faible au quotidien parce qu'il y avait peu d'amour en fait dans leur univers. Il y avait la matière, mais pas d'amour. Dans l'autre partie, ils avaient tout sur le plan social. Donc du coup, ils créaient de l'amour, ils créaient du lien, ils se faisaient des câlins, ils recevaient de l'amour, ils apprenaient à donner et à recevoir. Et donc, même s'ils étaient en insuffisance alimentaire et même que c'était insalubre, bah, ils étaient dans une meilleure santé et ils Ouais. arrivaient à vivre en bonne santé sur la durée et à être plus heureux. Ok. Alors que sur le plan matériel, il manquait de tout. Donc, on voit bien ça avec l'ocytocine, donc l'amour qui est généré, qui est l'hormone qui est générée, que ça nous maintient en vie. L'amour guérit. C'est pas des foutaises. L'amour guérit vraiment, tandis que la matière ne guérit pas vraiment. Et si on vit dans un monde qui n'est fait que de matière, eh ben on finit par mourir parce qu'on a besoin de plus que ça. Ok. Ça, c'est l'amour. Voilà, donc colère, amour et peur et tristesse. Voilà, et la tristesse, en quoi c'est ça? La tristesse, c'est ce qu'on ressent quand on est face à une perte
de quelconque ordre, on perd un proche, on perd quelque chose, on perd une situation, on se sent triste. Et Mhm. c'est naturel et c'est normal de se sentir triste. La tristesse permet d'évacuer par les larmes. On évacue quelque part le lien qu'on a avec la personne, le lien qu'on a avec cette chose. Ça nous permet de nous en libérer et nous autoriser à pleurer et à laisser couler l'émotion naturellement, même si bien sûr, c'est pas agréable, on est d'accord. Mais ça permet tout simplement de juste se vider, d'évacuer, et après on se sent beaucoup mieux. Donc la tristesse, pareil, c'est génial de la vivre. Donc voilà, donc ça c'est les émotions naturelles que tout le monde devrait vivre et s'autoriser à vivre, que ce soit même dans le contexte pro ou perso, même si je suis bien conscient que dans le contexte pro c'est compliqué, c'est encore d'autres règles. Mais dans un monde idéal, ce serait top qu'on puisse arriver à ça, parce que ça dure que quelques secondes en fait. Les gens se font une image que s'ils devaient vivre une émotion, ça devrait durer des heures et qu'ils allaient être pas bien pendant des heures. Mais c'est le cas parce que justement, ils ont empêché tellement longtemps de vivre ce processus qu'il Mhm. est beaucoup plus long que normal, enfin, que naturellement. D'accord, ok. Donc Donc, tu me à dis que force, n'importe qui, par exemple quelqu'un qui va perdre, je sais pas, sa femme ou son mari, ouais. pleurer pendant quelques secondes, c'est tout? Alors, c'est sûr que là, il y a des échelles aussi de tristesse. Il y a des choses qui vont nous rendre plus tristes que d'autres, hein. L'idée, c'est pas de mettre du temps là-dessus. Mais dans un monde où la personne est à l'aise avec sa tristesse et qu'elle a l'habitude de vivre naturellement avec sa tristesse et de s'autoriser à la vivre, va être beaucoup plus à l'aise à vivre la perte et le deuil que quelqu'un qui ne sait pas, qui s'est empêché de vivre cette tristesse, de le montrer aux gens Mhm. et Ok, de juste pleinement la vivre, en fait. Pour lui, ça va être horrible. Parce que lui, ça ok. va être des années, peut-être, de deuil, comme pour la plupart des gens, c'est le cas, où le deuil, ça va durer 1 an, 2 ans, même des fois, c'est admis dans certaines thérapies psychologiques, comme quoi le deuil, c'est censé durer tant de temps, alors que pour moi, c'est pleinement de la foutaise. Il y a des gens pour qui ça va durer un certain temps, et d'autres pour qui ça va durer beaucoup moins de temps. Et c'est possible que ça dure moins de temps. Ok, ok, Donc, s'autoriser à vivre pleinement nos émotions au quotidien fait qu'on se rapproche de plus en plus de comment un enfant vit ses émotions. d'accord. Donc ça, c'était toutes les émotions naturelles. Ouais, Alors si elles naturel. sont pas naturelles, elles sont quoi? Alors, si elles sont pas naturelles, donc je vous ai parlé d'un peu du processus qui se passe quand on juge, on transforme l'émotion en sentiment, ça devient un mélange entre quelque chose, une construction mentale et quelque chose de corporel, on va dire. Et là où, en fait, là où je veux en venir, c'est que avec les émotions, donc colère, tristesse et peur, sont les plus souvent les plus stigmatisées, bah, du coup, à ne pas s'autoriser à les vivre depuis l'enfance, parce que depuis qu'on est jeune, quand un enfant pleure, qu'est-ce que ses parents vont lui dire? Un réflexe, hein, ils pensent pas à mal. Mais comme on connaît mal les émotions, ils vont leur dire, mais ne pleure pas, ne sois pas en colère, n'aie pas peur. Donc, on envoie l'information à l'enfant qu'il ne faut pas vivre ses émotions. On leur envoie l'information à travers nous-mêmes qui ne sommes pas à l'aise avec ça, qu'il n'est pas sain de les vivre. Donc, l'enfant, il intègre déjà tout jeune qu'il doit se contrôler quelque part cette émotion ou s'empêcher de la vivre. Et donc, à force de répétition et de vivre des événements sur notre vie, où on ne vit pas naturellement l'émotion, eh ben, on ancre de plus en plus ce système de jugement, de complications, en fait, où on va bloquer l'émotion de plus en plus. Et arriver à un certain stade, qui dépend bien sûr de tout un chacun, l'émotion, quand on va la vivre, suite à un événement qui rappelle cette émotion, c'est Ouais. plus l'émotion naturelle, comme je vous ai cité, qu'on va vivre, c'est sa sœur jumelle diabolique, je sais pas comment on pourrait le dire, son opposé, mais d'un point de vue non naturel, du coup, qu'on va vivre, une émotion non Son double naturelle, maléfique, ouais. voilà, qui, elle, a des conséquences gravissimes pour cette personne, pour sa santé et pour les gens qui sont autour. Et ces émotions-là, si on peut encore appeler ça des émotions, qui ont généré des pertes humaines dans la vie des gens, qui ont tué des gens, qui ont amené des gens à tuer d'autres personnes. Et ces émotions-là sont bien sûr celles qui font peur à tout le monde et que les gens confondent avec les 5 premières que j'ai citées au début. Ça. Donc si on la prend une par une, rapidement, donc la peur, quand on ne s'est pas autorisé à la vivre et à pouvoir la traverser naturellement comme la météo, la peur se transforme au fur et à mesure en anxiété et puis en panique. Une panique, c'est une peur chronique, c'est une peur qui est au-delà de ce qui pourrait être rationnel. Ça s'apparente finalement un peu à ce qu'on vit quand on vit une phobie. Tu vois, une peur qui n'a rien de rationnel, une peur qui est démesurée. La personne est dans tous ses états, elle va s'affoler. Là où juste vivre la peur, comme je vous ai dit, tu rentres dans la forêt, tu te crispes, tu es en alerte, tu sais pas trop quoi faire pendant une seconde. Voilà, ça c'est une peur naturelle que tu vis. Il y a un ours qui passe devant toi, voilà, tu vas être crispé, puis tu vas être prêt à courir ta race pour lui échapper. Bon, voilà. Là, la panique, c'est un truc où ça va te bouffer pendant des heures, toute la soirée, le lendemain, tu vas pas être bien, ça va bouffer ton énergie, tu vas être recroquevillé sur toi-même, tu vas avoir des tremblements, tu vas avoir des... Enfin, bref, c'est horrible. Et là, ta santé, elle prend à l'empathie énormément, et puis les gens autour de toi, bah, ils reçoivent toute cette énergie bah, pourrie, en fait, et C'est tu ça. contamines un peu ton environnement. Donc ça, c'est la peur. La peur se transforme en panique au fur et à mesure du temps où tu ancres
ce processus non naturel d'acceptation de l'émotion, tout simplement. Ok, d'accord. Ensuite, pour la colère. La colère, c'est pas, les gens n'ont pas peur de la colère. Les gens ont peur de son opposé, enfin de sa transformation non naturelle, qui est la rage. La rage, c'est un autre niveau de colère. La rage a amené des gens à tuer d'autres gens. La rage te met dans un état où tu n'as plus du tout conscience de ce que tu fais. Tu pars dans un état complètement presque paranoïaque où tu vas commencer à, ben, en fait, à devenir violent potentiellement. Tu vas frapper les gens, tu vas frapper les objets. Donc là, tu es enragé, enragé. La Mm. rage n'a rien de naturel. La rage est une émotion que beaucoup trop de gens vivent et qui amène les gens à faire des choses qui sont irréparables. Et c'est de ça que les gens ont peur vraiment. Et ils ont raison. Oui, Ça, on en a peur. Quelqu'un qui est en rage, on n'a pas envie de rester avec lui. Faut même, faut même plutôt prendre vaut ses jambes mieux à son cou et pas. s'en Mm. éloigner. Vaut Parce que mieux la pas. raison n'est plus là. Il n'y a plus aucune raison à ce moment-là. Donc ça, c'est pour la colère. Ensuite, on a l'amour. L'amour, quand on ne lui permet pas de s'exprimer naturellement, quand on voit par exemple deux enfants qui vont se toucher les parties génitales, des jeunes enfants, et que le parent n'est pas à l'aise lui-même avec sa propre sexualité, et donc va s'imaginer des choses comme quoi c'est dégueulasse, c'est pas normal, pourquoi ils se touchent le sexe, il va donc du coup les interdire de faire ça. Mm. L'enfant du coup va se sentir réprimandé dans le fait de vivre juste l'amour, le toucher, la découverte. Mm. Et donc, à force d'être réprimandé, l'amour se transforme en possessivité. Et donc, la possessivité, c'est le fait de vouloir posséder l'autre, posséder sa moitié, posséder les gens. Et quand on n'a pas le sentiment de pouvoir posséder l'autre, et ben du coup, on va basculer tout de suite dans la peur, dans la colère, enfin, dans la rage, dans ce genre d'émotions qui vont du coup nous ramener à nous-mêmes, comme quoi on n'est pas à l'aise nous-mêmes avec notre propre amour et de le donner naturellement, sans attendre quoi que ce soit en retour. Parce que la D'accord, possessivité, il y a une attente fondamentale, c'est je te donne mon amour si tu me donnes le tien en retour. c'est ça. Je te donne D'accord. mon amour si tu m'appartiens et que tu me montres que tu m'appartiens. Donc, encore une fois, la possessivité, c'est une émotion qui n'est pas souhaitable de vivre et qui nuit à la santé des gens. Ok. Donc, ça, c'est pour l'amour. Ensuite, on a la tristesse. Je Mhm. crois qu'on en avait parlé déjà. La tristesse, non, la tristesse. La tristesse, elle, à force d'être réprimandée et de ne pas pouvoir la vivre naturellement, elle va se transformer en Dépression. en dépression, yes. En dépression chronique. Donc la dépression, sans parler de la dépression ou la maladie, hein, c'est encore autre chose, la dépression maladie, mais en tout cas l'état dépressif, de se sentir vraiment en déprime, de plus avoir d'énergie du tout pendant des fois des jours, des semaines durant, et je sais de quoi je parle. Bon là, on est loin de la tristesse, d'accord? On est très loin de ça. La dépression, l'état de dépression n'est, bah, encore une fois, nuit à notre santé et nuit à la santé des C'est gens. ça. C'est ça. Et enfin, donc le dernier, c'est l'envie. L'envie, comme je vous ai dit, ce petit frère qui envie son grand frère, qui aimerait pouvoir rattraper son retard, qui aimerait pouvoir grandir plus vite. Et ben, à force d'être réprimandé, ça devient de la jalousie. Tout le monde la connaît très bien. Donc là, la jalousie, c'est quelque chose qui concerne énormément de gens, beaucoup trop de couples. Je crois de tous les couples que j'ai rencontrés là, ces derniers temps, la jalousie n'est jamais très loin. J'ai rencontré très peu de couples qui sont libérés de ça et qui ne Mhm. sont pas jaloux. Ça ressemble un peu à la possessivité avec l'amour, mais là, c'est vraiment la jalousie. Enfin, voilà, c'est un vrai poison aussi dans la vie des gens. Ok. Et c'est à force, encore une fois, ces émotions-là, de ne pas s'autoriser à les vivre, c'est ce que ça génère à force. On arrive à ça. C'est ça, ouais, d'accord. Et pour toi, c'est quoi la différence justement entre la jalousie et la possessivité? Alors, la jalousie, ouais, c'est pas très, c'est peut-être un peu flou. La possessivité, ouais, c'est vraiment le fait de vouloir posséder l'autre, mais la jalousie aussi, ça ressemble un peu à ça. Ouais. La jalousie, ça peut s'appliquer pas seulement que dans le cadre sentimental, ça peut être jaloux de tout et n'importe quoi, jaloux des situations des autres, jaloux de Ok. professionnellement parlant, jaloux en compétences. Ouais, ça va se développer dans tous les domaines, en fait, où l'envie, on a considéré que c'était pas bon d'envier quelqu'un, en se Mhm. disant, bah non, j'ai pas le droit de l'envier, c'est mal. Bah, en fait, on va générer à force de la jalousie, et la jalousie, c'est presque un état où on veut du mal à l'autre. C'est-à-dire qu'on aimerait bien, quelque part, que Ok. l'autre se vautre. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est fondamentalement jaloux, il est super content quand ses adversaires, qu'il perçoit comme des adversaires, se vautrent, connaissent de la souffrance, lui, il en tire du bien-être. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, D'accord. c'est les bons gros jaloux, ça. Comme on dit en gitan, les Jeanne Masse. Donc Ok. c'est vraiment... Yes. Ouais, Jeanne Masse. Alors je sais que c'est une chanteuse aussi, mais ça veut dire jaloux D'accord. en langage du genre du voyage. Mais Ok. voilà, donc c'est les jaloux, en fait. Et la possessivité, je dirais que c'est plus dans le cadre, du coup, Du de couple? posséder les choses, en fait, de posséder quelqu'un ou posséder quelque chose, être à fond dans la matière, de vouloir posséder le plus d'objets possible, de montrer aux autres que j'ai le plus d'objets, que c'est moi qui ai le plus de richesse, voilà. Même dans la Ok. possessivité aussi, là, dans ce cadre-là. Donc, je dirais que c'est un peu nuancé dans le sens où, dans la possessivité, on n'est pas forcément on n'est pas orienté sur quelqu'un à vouloir faire du mal à quelqu'un, Mhm. s'orienter sur soi, à vouloir remplir nos poches quelque part.
Ok. Entre la jalousie, on va être capable vraiment de passer de l'amour à la haine en un claquement de secondes si on D'accord. perçoit que l'autre nous Mhm. a trahis ou a fait un truc voilà, qui nous met en fureur. Ok. Donc voilà. Ok. D'accord. Très bien expliqué. Merci, Jimmy. Et avec plaisir. Donc là, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais Ok. pas combien de temps ça fait, mais je crois que j'ai beaucoup parlé déjà. Mais ça donne une petite introduction sur tout ça, sur ces notions-là. Et vraiment, encore une fois, le message dans tout ça, c'est de vraiment vous poser ces questions. Ouais. Quelle est la décision que je prends en ce moment? Est-ce que c'est fondé plus sur de l'amour ou plus sur de la peur? D'être honnête avec vous. Si c'est la peur et vous sentez que vous pouvez pas assumer l'amour, ben, faites-le, mais en sachant très bien que c'est jamais ces décisions-là fondées sur la peur qui vous aideront à avancer vers la vie qui vous inspire vraiment. C'est déjà pas mal d'en être conscient. Oui, clairement. Parce que là, la peur dont je vous parle là maintenant, c'est pas la même que celle que j'ai parlé aux émotions naturelles. Vous avez compris, l'émotion naturelle de peur, c'est voilà, il y a un ours dans la forêt, il y a un danger factuel, véritable, il y a un gars avec un couteau dans la rue. Bon, on a peur, c'est normal. On est préparé du coup à pouvoir se protéger de ça, à se prémunir et à s'enfuir. Là, la peur dont je vous parle, entre polarité, amour et peur, c'est une peur qui est fondée sur le fait que je perçoive des dangers, je perçois dans ma vie que je vais perdre plus que gagner, mais ce ne sont que des perceptions. Bien souvent, nos dangers qu'on perçoit sont illusoires, n'ont rien de fondé. C'est pas du tout comme aussi concret qu'un ours qui est en face de nous. C'est des projections qu'on se fait, des films qu'on se fait, qui n'ont rien de concret. Et on y croit, et donc on a peur. Et donc cette peur-là nous empoisonne et nous empêche d'aller vers la vie qui nous inspire. C'est ça. C'est de celle-là que je parle. Voilà. Dans ta formation, d'ailleurs, tu dis que 95% des peurs qu'on a sont Oui, liées. c'est ça. C'est ça. 95% de nos peurs, ben, des choses qu'on perçoit. En tout cas, dans l'état actuel des choses, et je parle aussi en France, là, aujourd'hui en France, dans nos villes en France, 95% des choses qu'on perçoit comme étant dangereuses ne le sont pas. Et dans nos vies au quotidien, on se fait des cauchemars et des films sur des choses qui n'existent pas. C'est On ça. interprète des choses que les gens ont dit ou on croit qu'ils pensent certaines choses alors qu'on se gourre complètement. Et comme personne ne sait communiquer et n'est à l'aise avec ses émotions, les gens ne communiquent pas et donc valident leurs interprétations de ce que les gens pensent Ouais. et se basent sur ça pour se créer leur propre bullshit interne et leurs films et vivent avec ça et vivent les émotions de peur de plus en plus. Et Ok. voilà, c'est dramatique à force. Bah écoute, en tout cas, c'était super intéressant. Moi, pour ma part, j'ai adoré. Merci, Jimmy. C'est comme installé au ciné. Je suis Cette super séance. bien là, sur mon fauteuil, hein. Ah, d'ailleurs, j'ai vu Avatar 2 il y a pas longtemps là, avec ma chérie. Il était vraiment super. Vraiment, c'était cool. Ouais, si vous D'accord, n'avez ok. pas vu, allez le voir. C'est vraiment top. Eh ben, très bien. Bah écoute, Jimmy, merci à toi encore une fois, hein, comme d'habitude. Et merci de m'accueillir sur ta chaîne, comme d'habitude. De rien, écoute, avec grand plaisir. Et puis on se dit dans pas longtemps. On revient tout de suite, vous inquiétez pas, pour une nouvelle vidéo. Yes. Ciao. Et quand même, hein, bonne année. Ah, quand même. On n'avait pas Ben oui, oublié quand même. Bonne année, bonne plein de année bonnes à choses. tous. Que Pleine vos de rêves se gratitude, réalisent et que vous ayez de plus en plus d'amour pour vous-même et pour les gens qui c'est vous ça. entourent. Ça, je pense que c'est la clé. C'est le but de la vie. D'amour, de gratitude, de certitude. Yes. C'est génial. Ce qui fait du bien, quoi. À bientôt! À bientôt. Ciao, ciao. Salut!